Salut Kondo, Salut Mehdi. merci de nous accueillir dans c'est ton nouveau studio là, c'est ça? C'est mon nouveau studio, c'est le studio Greenstone Records qui vient d'ouvrir ses portes il y a quoi, 2 semaines, 3 semaines? T'as commencé à rapper très tôt, Ouais, à 13 ans. Est-ce que tu te souviens de ton premier couplet? Alors, je me souviens pas de mon premier couplet en tant que tel, mais je sais qu'il s'appelait Le rythme et la basse, et j'ai le flow dans la tête encore. C'est vrai? Ouais, ouais. Ça faisait C'était un comment? truc, maintenant écoutez, le volume a monté, c'est ça mon premier rap, Ok. quoi. Là on se voit parce que tu t'apprêtes à sortir ton quatrième album solo. Ouais. Intramuros, très simplement, pourquoi ce titre? Moi j'ai ma petite idée, mais pourquoi le titre Intramuros, parce qu'on est tous entre les murs de quelque chose. C'est contrairement à ce que son nom indique, c'est pas un énième album qui traite de Paris, mais c'est vraiment plus l'idée de parler des enfermements. Et j'écris ce disque-là suite à toute une expérience que j'ai menée à travers les centres fermés, les centres de détention, parce que j'ai travaillé à peu près 8 ans. Si tu peux expliciter, qu'est-ce que tu as fait exactement? Alors, à Châteaudun et à Poissy, je travaillais avec l'association Métissage et l'association Hip Hop Citoyen. On a monté des studios d'enregistrement dans chacun de ces endroits-là. Donc le but, c'est avoir une pièce vide, la remplir, mettre du matériel, faire en sorte que les personnes qui utilisent ce matériel-là soient formées et qu'ils aient des notions de compo, parce qu'en fait, tu peux pas amener des disques, donc tu peux pas emmener des samples. Donc tu es obligé de faire en sorte que les gars comprennent un peu les rudiments de la composition, du beatmaking, comment fabriquer un rythme, etc. Et puis de l'écriture, et comment utiliser le matériel. L'idée, c'est que tu arrives, il n'y a rien, tu repars, ils peuvent se débrouiller tout seuls. Donc sans cette expérience-là, Intramuros n'aurait pas existé dans cette forme-là en fait. Soyons clairs, c'est vraiment un hommage à toutes les personnes que j'ai rencontrées durant ces 8 dernières années, et notamment toutes les expériences que j'ai pu vivre dans le monde carcéral. Et il n'y a pas eu que le monde carcéral, c'est vrai qu'il y a eu aussi une expérience que j'ai fait aussi en Pologne, où j'ai travaillé avec des filles dans un centre de réinsertion pour jeunes filles. Et donc moi, rappeur français, qui va en Pologne avec aucune personne qui parle en français, si ce n'est ma traductrice, c'était une pure expérience qui m'a aussi montré que le rap, c'est de la musique. C'est ça qui était hyper intéressant, c'est que 70% du langage est non-verbal. C'est-à-dire que à l'écoute de mes morceaux, on a fait une petite expérience, à savoir, écrivez de quoi ça parle. Et notamment, c'était sur un titre comme Le Faiseur de pluie. Qu'ai-je vraiment à offrir? Le faiseur de pluie prend nos cœurs, il vient balayer nos rues, s'accapare nos craintes et nos peurs, les transforme en nuages. Regarde le ciel, indique ses présages, je suis sur un rivage, perdu dans l'horizon des cages, c'est la pierre qui parle. Et à 70%, elles étaient dedans, quoi. Elles étaient dans le vrai, par rapport à l'émotion, par rapport aux associations d'idées qu'elles avaient faites. Qu'est-ce que les gens écoutaient en prison? Alors, tu peux pas résumer ça comme ça, j'imagine qu'il y avait plein de choses, mais est-ce que on a souvent ce cliché-là, que les gens écoutent beaucoup de rap, etc. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que, comment les gens te regardaient toi? Est-ce qu'ils parfois connaissaient ton parcours, ton histoire? Comment ça s'est passé? J'ai envie de dire qu'il y a 2 générations. En tout cas, parmi ceux que j'ai rencontrés. Déjà, j'ai rencontré des old-timers plus. Ça veut dire que c'est plutôt c'est des longues peines, et donc ils ont au moins 30 ans. Donc pour eux, c'est plutôt une génération 90s, donc plutôt habitués au boom bap. Après, voilà, toute la génération qui sont plutôt en maison d'arrêt, donc les peines courtes, plutôt des jeunes, très jeunes. Là, dans le sud, c'est Jul à fond. Ouais. Et puis dans le nord, c'est Gradure, quoi. Et Gradure, tu vois ce que je veux dire. Tu dis que c'est pas un énième disque sur Paris, ce qui est vrai. En revanche, il y a une composante. Enfin, Paris, c'est une composante essentielle de ta musique, ça l'a toujours été, depuis ton premier solo, depuis même la Clica. De toute façon, vous avez toujours parlé de Paris, vous étiez un groupe parisien. Dans quelle mesure cette ville t'influence, toi? Parce que un des premiers extraits, c'est Le Compteur tourne, où on te voit en chauffeur de taxi dans Paris. On a l'impression que la capitale, c'est presque une des influences principales dans ta musique, dans ton écriture également. Paris, c'est un peu comme la Dream Team, c'est ma toile. Comme un graffiti artiste, pour moi, c'est l'endroit en fait qui me permet de. C'est une toile sur laquelle je peins en fait, sur laquelle j'écris mes mots, mais c'est un décor. Ouais. Et mais c'est normal, j'y habite en fait, on est les produits de notre environnement, tu vois. Est-ce qu'il y a des quartiers qui t'inspirent particulièrement à Paris? Le 18e, des endroits, moi, je suis 18e dans l'âme, tu vois. Mais j'ai ce truc qui fait que je me balade. Pour moi, en fait, je pense jamais Paris seul, c'est Paris et sa banlieue, tu vois.
Donc forcément, je me sens aussi bien un mec du 18e que de Paris. Alors, t'as beaucoup bougé, là toi. j'habite dans le 20e, j'ai habité dans le 17e. Tu vois, T'as été à Bobigny, t'as été au Pont de Sèvres. Pont de Sèvres, enfin voilà, je suis aussi beaucoup un mec du 9-3 quelque part, et j'enseigne dans le 9-2, donc... Alors, voilà, t'enseignes dans le 9-2, ça c'est super intéressant. Qu'est-ce que tu fais à côté? T'es rappeur, ouais. pas que. Je suis rappeur et plus. En gros, il s'avère que je m'étais jamais imaginé que le rap et la musique allaient m'emmener dans des endroits comme ceux que je traverse actuellement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'enseigne au conservatoire plutôt. Pour la petite histoire, j'enseigne dans le lieu où je répétais quand j'avais 14 ans. Incroyable. C'est-à-dire que t'as 14 ans, ça s'appelle le Centre Jules Verne, t'es là, tu fais des répétitions, 20 ans après, par tous les recours de la vie, etc., tu reviens, il y a le Et tu boss... sais toi qui enseigne là-bas. Voilà. Division musique actuelle du conservatoire de Puteaux. Le responsable pédagogique te passe un coup de fil en disant « Votre CV nous intéresse, est-ce que vous voulez enseigner chez nous ?» T'avais postulé, on est venu te voir, comment? Alors en fait, ça a été les deux, c'est-à-dire que il y avait un appel à candidature pour des profs, notamment à MAO, et puis je suis venu avec tout mon parcours pédagogique. Donc j'ai présenté mon CV, tout simplement, et le type, tu sais, quand t'es directeur, dans ton CV, t'as aussi ton CV artistique. Donc il a écouté Soul Inside et il a dit moi je suis désolé, mais votre disque là, il est vraiment excellent. Et son troisième album, c'était mon troisième album solo. Par rapport à tout le parcours que j'avais, parce que j'ai fait beaucoup de formations de formateurs aussi, je suis dans la pédagogie depuis que j'ai 18 ans. Et voilà, en fait, et le personnage artistique et le personnage et l'enseignant intéressaient la structure. T'enseignes quoi exactement? Et il est comment le prof Kondo? C'est Kondo, c'est l'artiste en fait. C'est-à-dire que c'est l'artiste qui nourrit le pédagogue et le pédagogue qui nourrit l'artiste en fait. C'est quoi un pédagogue? C'est quelqu'un qui en fait a la capacité de vulgariser et de transmettre son art. Donc en gros, quand t'es artiste, tu passes ton temps à te poser des questions. Comment t'améliores ceci ou cela? Et quand tu sais l'expliquer, c'est comme ça que tu comprends que t'as réussi à répondre à ta question. Aussi simplement que ça. Donc, quand j'arrive, je suis cet artiste-là qui sait répondre aux questions que, en face, mes élèves se posent. Bon, moi, j'interviewe beaucoup d'artistes, et parfois, c'est pas toujours eux les plus à même de parler de musique, parce qu'ils ont la tête dans le guidon, ils sont dans la création, et parfois, ils ont du mal à prendre du recul sur ce qu'ils font, ou ils se disent juste, moi, je crée parce que j'ai envie de créer, me pose pas de questions sur... Et toi, au contraire, t'as ce recul-là, en fait, et t'arrives à parler de musique et à réfléchir sur la musique, ce qui est pas toujours évident pour les artistes. Ouais, parce que moi, mon grand rêve, ça a toujours été d'être un maître dans ce que je fais. Il y a un mot que j'apprécie. Un Jedi. Ouais, un Jedi. C'est un mot que j'apprécie, c'est la maîtrise. Être en maîtrise, ça veut dire être en capacité de comprendre ce qu'on fait et de l'expliquer. Donc, pour moi, avancer dans l'art, c'est être en maîtrise. Et si plus tu avances dans ta maîtrise, et plus tu te rends compte qu'en fait, tu es constamment en fait, un apprenant. Je veux prendre des cours de Kondo. C'est quoi ça n'existe pas les cours de Kondo. Moi je vais t'apprendre à être toi. Tu vas prendre des cours de musique avec moi. En tout cas, quelle piste, voilà, je vais prendre des cours de musique en tout cas. Quelle piste tu donnes à un mec à quels albums il faut absolument écouter selon toi? Pas forcément en rap d'ailleurs. C'est quoi les pistes toi qui te semblent tu vois, indispensables? je vais pas raisonner comme ça moi. Je vais lui dire qu'est-ce que t'aimes faire et où est-ce que tu veux aller. C'est quoi ton but? Je crois que c'est encore réfléchi à voilà, ça. c'est surtout ça c'est ça la bonne question. Moi j'ai ma vie, j'ai mes goûts, mes choix. Et justement, le but ultime, c'est de ne pas transformer la personne en moi. Ça n'a aucun intérêt. Donc, si maintenant, c'est pour moi, tu veux apprendre à écrire une bonne chanson, je vais te dire, écoute les Beatles. Après les Beatles, je vais te dire, tu veux écrire une chanson tu veux comprendre ce qui se passe, la musique moderne, le rap, etc. Je vais te dire, la Motown. Dans l'écriture, moi je suis fan, tout le monde le sait, de Curtis Mayfield, Isaac Hayes. Voilà, ça c'est pour les anglo-saxons. Maintenant, dans la maîtrise de la langue française, va sur Brassens, tu vois. Et Gainsbourg, dans l'idée, dans la compréhension de l'arrangement, etc.
Mais j'ai envie de dire que si t'arrives et t'es fan de Muse, et ton délire c'est de faire du pop rock, bah je suis un peu plus dans la merde quoi. Mais je vais te donner des bases quand même. Mais tu vas pas abandonner pour autant. Voilà. Rien à voir, quoique dans le clip de Le Compteur tourne, justement, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, t'es un chauffeur de taxi. Est-ce que t'es fan de Taxi Driver? Mais bien sûr, je suis fan de Taxi Driver. Mais c'est obligatoire en même temps. C'est Scorsese, putain. Non, C'était un kiff pour toi de te mettre en chauffeur de taxi. Mais ouais. En fait, faut savoir que c'est un personnage de mon histoire. Et ce personnage-là, c'est un mec qui est sans papier. Il y a aussi beaucoup de storytelling dans l'album. Voilà. On va y revenir, mais tu incarnes plusieurs personnages, un dealer, un chauffeur de taxi, etc. Exactement. Et parce que je trouve que ce personnage du taximan, c'est le gars sympa que tu rencontres, avec qui tu as envie de parler. Et avec qui tu vas échanger. Et qui écoute Bourdin dans la voiture. Voilà. Qui a un avis sur tout. Mais franchement, moi, c'est des gars dont j'admire énormément le taf. Et c'est pour moi un peu les psys urbains, quoi. Ouais. Il y a un truc comme ça, ouais. Première question, déjà, le storytelling, c'est quelque chose qui est très présent sur le disque, où tu racontes des histoires, tu te mets dans la peau de personnages, etc. Et c'est quelque chose qui, dans le rap en tout cas, se perd. C'est quelque chose qui, il y en a beaucoup dans les années 90, un petit peu dans les années 2000, plus vraiment maintenant dans les gros albums de rap en tout cas qui sortent. Pourquoi t'en as mis beaucoup dans le disque? Parce que tu veux remettre ça au goût du jour, parce que tu sais pas écrire sans en faire. C'est vrai qu'on a toujours eu un petit peu chez toi, ou t'as juste envie de le faire sur ce disque-là. Pourquoi? Parce que c'est une histoire. C'est-à-dire qu'en fait, mon but c'était pas de prendre l'auditeur par la main et dire allez, tu vas écouter un album qui va te raconter une histoire où tu vas être dans la peau d'un taximan et qui va t'emmener de ce point-là à ce point-là, et qui avec plein d'interludes qui te disent mais qu'est-ce que tu fais dehors et tout. Je suis en train de dealer. Non, c'est-à-dire que l'idée c'est de pouvoir faire voyager l'auditeur à travers une succession de titres qui sont complètement connectés. Et c'est pas moi le dealer là-dedans. C'est le facteur, c'est le dealer qui se met sur le siège arrière du taximan et qui lui raconte sa vie. Et qui parlent ensemble en fait. Et chaque personnage que tu rencontres dans le disque Intramuros, c'est une galerie de gens qui sont en conversation avec le taximan. Et le taximan parfois il prend la parole et bien souvent ce sont des gens qui et il y a des interludes également qui... Voilà, les interludes, elles ne disent pas grand-chose, si ce n'est qu'elles contextualisent... Des moments de vie, quoi. Voilà. Est-ce que, question évidente, mais est-ce que Good Kid, Mad City de Kendrick Lamar, qui justement s'est distingué par un album très conceptuel où tous les morceaux étaient liés, est-ce que ça a été, non pas une influence, mais une inspiration peut-être pour ce disque-là? Master Ace? Non, bien sûr, mais évidemment. Ce que je veux dire, c'est que récemment... Non, mais parce que ton disque arrive 4 ans, 2012, après le Kendrick, qui a eu un impact énorme sur la musique mondiale, sur la pop même, et qu'on a vu beaucoup de disques qui ont essayé de refaire du Good Kid, Mad City derrière. C'est pas le cas de ton album, qui est très différent musicalement, mais dans le concept, c'est forcément quelque chose auquel les gens peuvent penser. Évidemment, Kendrick n'a pas inventé ça, c'est pas ce que je suis en train de dire. Et premier disque que je sors en solo, Prélude à l'Odyssée. L'Odyssée, c'était ça. C'était ce voyage, cette déambulation, cette rencontre de portraits qui peuplent Paris et qui surtout racontent les miens, mes potes, tu vois, les gens avec qui je vis au quotidien. Et quelque part, tu l'as aussi dans Tout est écrit. Je crois qu'en fait, je démarre pas un disque sans une histoire dans laquelle je me mets, parce que j'ai besoin de ça pour écrire sur ce qui m'intéresse, en fait. Au niveau des sonorités, peut-être encore plus que d'habitude, même si ça a toujours été le cas, c'est très soul, très jazz également. Il y a beaucoup de chœurs sur les morceaux. Arrête, tu vas les faire flipper, les gens. Mais c'est bien. Mais non, il est boom bap ce disque. Non, je plaisante. Non, il y a vraiment tout ça. C'est pas vrai. Enfin, il y a un boom bap, c'est vrai, mais c'est pas uniquement ça. Et pour moi, c'est plutôt une qualité. Hein. Je délire. Mais t'as le droit de pas être d'accord avec moi. Hein. En fait, c'est un disque de trap. Non. C'est ça qu'il faut qu'on dise. C'est un disque de trap. Pondo a fait de la trap. Ouais. Je le ferai cet album-là, mais je le donnerai quand je le ferai. Mais c'est vrai. Ouais. Je pense que je m'amuserai un de ces quatre. Moi, tu me connais. Ah ouais. Non, mais vraiment, c'est ça. C'est un disque qui. Je me suis dit, on est en 2016. Qu'est-ce que je vais léguer ou comment je vois la musique, le rap en 2016. Et j'avais vachement envie de revenir et là, à ça.
C'est la 1000, ça, c'est ça? Ouais, c'est la 1000. Ça me manquait, quoi. Et donc, j'ai dit, ouais, j'ai envie de me faire un album, là, où j'ai ce son. C'est comme la bouffe à maman, quoi, tu vois. T'as un peu de lourdeur, tu vois. Donc, je suis parti de là, sauf qu'entre-temps, bah, j'ai pris 10 ans d'expérience avec des musiciens, de travail en studio. T'as en beaucoup tant tourné avec des musiciens, voilà. Blue Velvet. Avec le Velvet Club, Velvet Club, entre autres, avec quelques artistes du Rimshot, vraiment avec des gens très pointus dans le son et dans l'arrangement, quoi. Et avec le temps, je me suis dit, mais j'ai envie de mettre mon savoir, mon héritage au profit de ma musique, et j'ai plus envie de dissocier, en fait, toutes mes expériences. Je veux les connecter, et bah, j'ai fait ce disque. Ce qui frappe en tout cas à l'écoute de ce disque-là, c'est que tout a l'air vraiment à sa place. Est-ce que l'album s'est fait dans la douleur, ou moi j'ai l'impression que ça s'est fait vraiment facilement. Est-ce que tu es tout seul à prendre des décisions? Oui. C'est compliqué, ça. Oui et non. Parce qu'il y a beaucoup de choses dans le disque. Alors je suis seul et pas tout à fait seul. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai des potes qui sont pas des yes men, et ça c'est cool. Qui sont très chiants. Voilà. C'est-à-dire que sur cet album-là, j'ai un pote qui s'appelle Florian, qui a été là, tu vois, durant toute la construction du disque. Et c'est quelqu'un qui bosse dans la musique ou juste un pote qui a un regard extérieur? C'est un pote, bon, qui est danseur, en même temps, voilà, qui est souvent avec moi en concert, enfin maintenant c'est presque un associé, quoi, tout simplement. Et donc j'avais besoin d'un regard un peu plus jeune, parce que lui il est beaucoup plus jeune que moi, il doit avoir 27 ans. Ok. Et pendant que je faisais mes titres, j'ai envie de dire, c'était mon testeur, tu vois. Ok. Donc je l'ai fait comme ça. J'avais ma direction, j'avais ma vision, et quand même c'est bon de tester ces morceaux auprès de gens qui sont pas spécialement artistes, qui sont pas impliqués, juste pour avoir rien à un gagner, retour. qui sont Voilà. juste là pour toi. Et je pense que tu peux pas être un bon artiste si tu tiens pas compte un minimum du regard des autres. Je pense que j'essaye d'être très distancié par rapport à ça. Je crée d'abord, mais de temps en temps, je fais bon. Comme n'importe quel cuisinier, je sais pas si c'est comme ça. Je fais bon, qu'est-ce que t'en penses, tu vois, et c'est toujours intéressant de prendre les avis et surtout de pas se laisser dicter sa conduite en fonction des avis. Mais par contre, juste de savoir tenir un petit peu en compte du regard des autres, quoi. Si on parle de ton écriture, comment tu réagis si je te dis que pour moi t'es l'anti-rappeur à punchline? Et pourtant j'en ai. J'ai pas dit que t'en avais pas. D'accord. Mais oui, qu'est-ce que tu... je vais te laisser répondre déjà. J'aime vraiment cette phrase, et là pour le coup je vais paraphraser Rosset. Les gens appellent punchline ce que j'appelle écrire. Tout simplement, je crois que je me pose pas la question quand j'écris. Je me dis pas, je vais faire ça et les gens vont faire waouh. Non. Quand j'écris un texte, j'ai besoin de raconter une histoire, un truc qui me tient à cœur. Je parle des fois de ma vie, je parle de choses qui sont intimes, et je suis à poil quand je rappe. Et donc, forcément, quand je me livre comme ça, il y a un moment, je peux pas trop m'interroger sur l'impact que je vais avoir sur les autres à ce niveau-là. Je peux pas. Je dois être dans mon envie. Et donc, c'est ce que je fais d'abord, mon envie. Et dedans, si maintenant les gens, eh bien, ils trouvent des petites phrases à emporter, c'est gagné, quoi. Parce que le but, quand même, moi, c'est que quand même les gens, ils prennent ces morceaux-là et qu'ils vivent avec. Voilà. Donc ça peut être une ambiance, ça peut être de l'instru, de la musique, ou ça peut être des phrases. Après, mon écriture, elle a vraiment évolué entre Deux pieds sur terre et aujourd'hui. J'ai été plus cru, plus direct sur cet album. Il y a moins de second degré, où c'est plutôt, voilà, c'est en second degré, t'as le petit clin d'œil et tu sais que ça l'est, quoi. Donc il y a moins à chercher, quoi. Par contre, je demande toujours à l'auditeur de faire un tout petit effort, ça veut dire d'écouter mes textes. En fait, c'est juste pas un effort trop compliqué, c'est vrai. Voilà, mais tu sais, moi, par exemple, quand t'écoutes Curtis Mayfield et qui chante The Pusher, par exemple, plein de gens qui kiffent
kiffe le morceau, mais qui écoute pas le texte, tu vois. Ou Freddy's Dead, tu vois, il raconte un trave, quoi, tu vois. Je vais encore reparler de lui, désolé, mais c'est ce qui est arrivé à Kendrick avec Swimming Pools, Voilà. qui était un morceau contre justement l'addiction à l'alcool, etc. Ouais. Et tout le monde en soirée chantait drunk, alors que c'était absolument pas le message du morceau, quoi. Donc c'est un peu ce qui est arrivé aussi. Voilà, c'est exactement ça. Donc aujourd'hui, je trouve ça. Moi, j'aime bien cette. Comment on appelle ça, l'économie de moyens de la punchline. C'est quand même fat. On est à une époque. Là, tu as sorti un album cohérent où les morceaux se suivent et se répondent même. Et on a une époque où tout va très vite, où il faut être hyper productif. Toi, ton dernier disque a 3 ans. Ouais. Et c'est vrai que ça va très très vite, même en tant que pur auditeur, qui est pas artiste, parfois moi j'ai du mal à m'y retrouver, je sais pas ce que je dois écouter, etc. Et c'est parfois vraiment compliqué. Est-ce que tu te poses la question, toi, tu te dis comment je vais réussir à survivre dans tout cet amas de sorties, sachant que je suis un artiste qui sort un disque tous les 2-3 ans. Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est une question que tu te poses? C'est une question que je me pose constamment, à savoir comment je vais exister dans tout ça. La chance pour moi, c'est que je me suis dit, je vais pas être esclave de mon art et de ma passion. Et donc j'ai veillé à vivre dans la musique et avec la musique. Et donc quand je me mets à faire un disque, c'est toujours une œuvre que je vais laisser et j'essaie de la faire de manière à ce qu'elle soit intemporelle. Et ce qui est très dur. Donc je dois être à l'écoute de mon époque. Et je dois aussi essayer d'être le plus réactif possible. En fait, pour moi, faire un disque, ça va assez vite. Le plus dur, c'est quand j'ai fait mon disque, c'est que je galère à trouver des partenaires économiques pour que mon disque puisse exister. Là même qu'on est condo et qu'on a ta carrière, on repart de zéro à chaque disque. À chaque disque, on repart de zéro. Parce qu'à chaque disque, on t'explique que t'es pas celui qu'on attend. T'es toujours le challenger, quoi. Tiens. L'éternel rookie. Ouais, tout le temps. Et je pense que c'est ça que j'essaye d'avoir depuis 2-3 ans. Bah, déjà, c'est une structure, un endroit où je puisse venir créer constamment. Et donc, je vais pouvoir en fait renouer avec une productivité, même si j'aime pas ce mot-là, mais plutôt un bouillonnement, un foisonnement artistique. Et donc forcément, grâce aux nouvelles technologies, je vais pouvoir être un peu plus présent. Parce que ça y est, quoi, j'ai un lieu, un espace où je peux l'être. Faut savoir que quand t'as 20 ans, t'as que ça à faire. Tu vois, tes cours, t'es chez papa et maman, la bouffe est prête, tu t'occupes de faire tes lyrics, et voilà, tu rappes et c'est mortel. Mais quand t'es père de famille, il faut du temps pour ta famille, pour ton enfant, pour ta femme. Faut que t'ailles faire bouillir la marmite. Et donc mon temps, il est divisé par 4, tu vois. Et donc dans ce temps-là, il faut que je ponce des albums. C'est pas mal quand même, tu vois. C'est clair. C'est pas mal quand même pour... C'est pour ça que j'ai vraiment beaucoup de respect pour tous ceux qui se lancent dans ce métier-là, parce que faut des vraies couilles, quoi, pour se lever le matin, faire ce que t'aimes et pas être esclave de ta vie, quoi, de ta vie professionnelle. Est-ce que ça change quelque chose d'être papa rappeur? Ah ouais, mais ouais, ça change tout. Mais même dans l'écriture, dans la responsabilité, dans tes textes, même si t'as jamais été quelqu'un qui a appelé à la violence et au meurtre dans tes textes, mais est-ce que ça te met une certaine pression par rapport à ça? J'ai de la chance. J'ai de la chance parce que j'ai des fondements, j'ai des valeurs familiales, une éducation qui m'a été inculquée par ma mère seule, et j'ai pas dérogé. C'est-à-dire que, comme tous les gamins, je me suis bâti un peu contre. J'ai fait quelques incartades, mais le fondement était fort. Donc j'ai jamais prôné des choses qui étaient dévalorisantes pour les miens. Et quand je dis les miens, je parle de ma famille, de mes cousins, oncles et tantes, et de mes ancêtres. Tu vois. Donc, papa rappeur, finalement, ça change pas grand-chose, parce que à 20 ans, l'homme que je suis à 40, c'était à peu près l'homme que j'étais à 20. Et en même temps, tu vois, là où j'étais beaucoup plus lumineux avant, le fait d'être père de famille, ça m'a rendu plus inquiet. Et forcément, quelque part, mon regard, eh bien, il s'est plus terni, en fait.
quelque part, et ça m'emmerde. Putain, ce monde m'a rendu plus cynique, bordel. Bah, c'est intéressant parce que moi, je t'ai toujours vu comme un rappeur optimiste. Ouais. Même quand tu parlais de sujets graves, il y avait un truc peut-être dans ta voix, dans ton personnage, ta personnalité, qui faisait que pour moi, tu étais optimiste. Et sur un morceau comme Un gun sur la tempe, par exemple, on te sent effectivement... moi, je me suis dit, si même Kondo commence à plus y croire, c'est foutu, tu vois. Vraiment, je me suis dit ça en écoutant ce morceau. Ouais, c'est vrai. Mais même moi, je me suis dit ça. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe, gars? Non, mais il est important, tu vois, de regarder le monde droit dans les yeux, quoi. Franchement, la période dans laquelle on est dure. Elle est dure. Et donc, je travaille à ramener des bonnes vibes, mais en même temps, ma conscience me dit que c'est important de tirer l'alarme, quoi. C'est là où j'aime pas l'étiquette conscient, tu vois. Mais par contre, j'aime bien cette idée d'éveil et d'humanité et d'humanisme, en fait. Et qui sont... C'est des valeurs qui sont loin du rap game, quoi. Mais toi, tu te retrouves dans le rap actuel? Alors quand je dis rap actuel, il y a tout, donc c'est une très large question, mais on va dire dans ceux qui font le rap, en tout cas ceux qui font l'actualité du rap en France, est-ce que, sans forcément me dire quel disque t'as écouté avant de venir, mais de toute façon tu vas me dire Curtis Mayfield, mais est-ce que tu te retrouves encore dans tout ça? Dans le rap américain, ouais, même dans le rap français, tu vois, mais c'est ça qui est bien, c'est qu'aujourd'hui il y a vraiment plein d'écoles. Après, moi ça passe de Jazzy Bass en passant par Dean Burbico, Némir, bon voilà, Il y a une filiation qui est naturelle. Voilà. C'est très très naturel pour moi. Il y a des artistes comme Sean que j'aime bien, tu vois, dont j'aime vraiment bien le taf. La Rumeur Kazé, c'est des valeurs sûres en termes de perspective. JP Manova aussi, tu vois. Ouais. Donc c'est tout le rap riche aujourd'hui. Qui a une naissance, tu vois. Et dans le rap game, c'est-à-dire dans ce rap hardcore que font les gros chiffres, c'est-à-dire Booba, Jul, Gradure, etc. En fait, moi, ce que je vois dans ce rap-là, c'est... je vois une perspective de tirer les jeunes vers quelque chose, vers un idéal ambitieux d'entrepreneur. C'est là où je trouve qu'il y a un réel intérêt. Comme je dis, ça me fait kiffer de voir des jeunes Renoir et Rebeuss devenir millionnaires. Ça me fait kiffer, je te jure. Parce qu'il y a cette idée de hacker le système, tu vois. Mon souci, c'est les valeurs qui sont prônées, en gros. C'est-à-dire que je me disais hier, putain, si en fait, si t'avais Rof, Booba, même Maître Gims, qui se réunissaient autour d'une table et qui disaient, si on montait notre chaîne de distribution ensemble, t'as le bordel que ça mettrait dans ce putain de système. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et c'est ça, en fait, que je me dis. Je me dis, putain, si les gars, ils prenaient réellement conscience du pouvoir qu'ils ont et comment ils pourraient transformer le monde, ce serait fabuleux. Et là, le rap, comme la vie de tous nos petits gars, elle bougerait. Parce qu'ils ont une vraie influence, ils ont un vrai impact. Mais c'est l'impact qu'ont ces gars-là, ils se rendent pas compte. Enfin, si, ils s'en rendent compte, mais ils sont sur des préoccupations qui parfois, je pense, leur brouillent la vision du système, du jeu dans lequel ils sont, en fait. Tu parlais de Booba, j'ai vu une interview récente, je crois que donnée à Sous-Culture, je crois, ouais. Où tu disais que Booba, qui était danseur pour la Clica, hein, on connaît l'histoire, même dans la danse, il était en avance au début. C'est ça que tu disais, qu'il avait ramené un style déjà un petit peu en avance. Booba, c'est la première fois que je crois que j'entends ça sur Booba. Ah ouais. En fait, on avait deux danseurs dans le coup d'état phonique, Sidi et Booba. Et s'ils étaient dans le coup d'état phonique, nous on s'en foutait de la danse. Hein. On faisait du rap à la Onyx. Ouais. Tu vois, donc c'est juste qu'ils amenaient une espèce d'énergie, une folie de corps que j'ai jamais retrouvé, que j'ai mis 15-20 ans à retrouver, quoi. Comment tu vois, toi, l'évolution justement de Booba qui était... Moi, je pense que j'étais pas assez proche de lui pour réellement parler de son évolution. Je peux juste dire que il y a l'artiste et l'entrepreneur. Et l'entrepreneur, franchement, me fascine. Ouais, parce que je trouve qu'il a un vrai nez, un sens des affaires. Et une perspective, tu vois, il trace droit et je trouve que c'est quelqu'un qui suit
sa ligne de conduite. Ce qui est assez difficile dans les métiers de la musique, dans les métiers de l'art. J'ai quand même vu, au cours de ces années, beaucoup de gens retourner leur veste.